Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est dans une société productiviste où le travail a une place centrale. D'ailleurs, on demande souvent aux gens quand on les rencontre « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» On est dans une société productiviste, mais aussi performatrice, où on essaie de tout optimiser. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de claquer la porte à tout ça avec une professeure de philosophie qui s'appelle Céline Marty, qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle « Travailler moins pour vivre mieux ». Et avec elle, on va déconstruire complètement cette notion autour du travail. On va parler aussi de l'impact que ça peut avoir sur l'écologie, l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Et en fait, on va essayer d'expliquer comment cette valeur travail, c'est en fait finalement une croyance et qu'on peut totalement changer nos croyances. C'est un épisode vraiment intéressant parce que ce sont des questions qu'on ne se pose pas alors qu'en fait, ce sont des questions centrales, je crois. Donc, je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Céline. Bonjour Grégory. Comment tu vas aujourd'hui ? Très bien, et toi ? Écoute, ça va pas trop mal. Il fait beau, je viens d'aller au marché, d'acheter des tonnes de fruits et ça me met en joie. C'est la meilleure saison de l'année. C'est quand même un peu la meilleure saison de l'année, exactement. Je vais commencer par un sujet qui a rien à voir avec la choucroute, mais en même temps c'est un podcast, donc autant se faire plaisir. Je voulais te parler d'André Gorz, parce que tu fais ta thèse sur son travail. Et en particulier, il a écrit un livre qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle La lettre AD, qui est sans doute l'un des plus beaux, plus belles déclarations d'amour que j'ai pu lire, en fait. Est-ce que tu peux nous parler d'André Gorz et de savoir qui c'était ? Oui, tout à fait. La lettre AD, il l'a écrite en 2006 et c'est vrai que ça a été un petit succès de librairie à ce moment-là, d'autant plus que le couple s'est suicidé un an après, donc au moment de leur décès aussi, le texte avait un peu, été revenu dans la sphère médiatique. André Gorz, c'est un philosophe européen, on pourrait dire, parce qu'il est né en 1923 en Autriche dans une famille catholique et juive, et au moment de l'Anschluss, donc de l'annexion de l'Autriche par Hitler, il est envoyé en Suisse pour faire des études d'ingénieur, et en Suisse il rencontre une certaine communauté philosophique, intellectuelle. Il découvre l'existentialisme de Sartre, il lit Hegel, il lit Kierkegaard, il se détourne un peu de son intérêt, de ses études d'ingénieur. Il va rencontrer Sartre et ensuite en 49 il émigre à Paris, et c'est à Lausanne qu'il a rencontré Dorine, qui est elle-même anglaise, et donc c'est déjà un couple européen, et ensuite ils vont vivre toute leur vie en France. Et Gorz, il était très proche de Sartre, il a participé au temps moderne et très proche de ce qu'on a appelé ensuite la nouvelle gauche, parce que tout l'enjeu dans les années 50, c'est de savoir comment on réactualise la critique sociale, la critique du capitalisme dans un contexte des années 50 où il y a la guerre froide et où en même temps on veut pas non plus imiter l'URSS. Donc il y a un certain nombre d'intellectuels un peu partout en Europe, aux États-Unis aussi, qui essayent de construire un modèle socialiste alternatif à l'URSS, et Gorz participe à ce mouvement-là aussi. Notamment dans la revue Les Temps modernes, il discute avec Sartre, avec Merleau-Ponty. Et il participe à la fondation de la Nouvelle Gauche, qui va s'incarner ensuite plus tard dans la CFDT et dans le PS. PS qui était beaucoup plus révolutionnaire dans les années 70 qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est tout un contexte intellectuel et politique très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui aussi, parce que le PC était très fort après la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, ça a beaucoup changé dans les années 50 parce qu'il y a justement eu la stalinisation des partis communistes un peu partout en Europe. Donc l'enjeu pour Gorz, c'est de savoir comment on critique les nouvelles formes du capitalisme dans les années 50, à savoir une société de consommation, une société où le travail aliéné est vraiment présent, au sens où c'est la diffusion aussi des méthodes tayloristes d'organisation du travail, et en même temps le travail, c'est pas uniquement les ouvriers dans les usines, c'est aussi les employés. Il y a l'émergence de cette nouvelle classe sociale que sont les employés, les fonctionnaires aussi, avec des conditions de travail très différentes. Et du coup, lui, son propos, c'est de réactualiser la critique marxiste dans ce contexte un peu différent du capitalisme industriel pensé par Marx. Et ensuite, à partir des années, donc dès les années 60, il critique déjà la production capitaliste en disant qu'il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de marchandises qui servent à rien à part nous faire consommer plus, et en plus gâcher du travail humain et des ressources environnementales et naturelles
naturel pour le faire. Et à partir des années 70, il développe de plus en plus cette critique écologique et il est considéré comme un des pères de l'écologie politique en France et de la décroissance aussi. C'est l'un des premiers à avoir dit qu'il fallait produire moins, travailler moins pour consommer moins, mais pour vivre mieux aussi, parce que en transformant ce qu'on consommait, les marchandises quotidiennes, on allait aussi pouvoir, en améliorant leur qualité, on allait pouvoir réduire aussi le temps qu'on passait à les produire et pour gagner du temps pour faire autre chose que juste satisfaire nos besoins. Donc voilà pour le parcours et donc il est mort en 2007 et donc il a vu aussi toutes les évolutions du capitalisme dans les années 80, le numérique, l'informatique. Il croyait beaucoup, par exemple, dans les Fab Labs comme une façon, les imprimantes 3D, comme une façon de ne plus dépendre du marché pour satisfaire nos besoins, parce que si tu as une imprimante 3D à disposition, alors pas forcément chez toi, mais dans les locaux, par exemple, de ta ville, ça va te permettre de bricoler certains trucs que tu n'aurais pas pu faire sans cet outil-là. Donc c'est une façon aussi de transformer la production, même qu'habituellement, on aurait consommé de façon industrielle, et là, de l'adapter plus précisément à tes besoins ponctuels, disons. C'est aussi le créateur du Nouvel Obs, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, il a été journaliste toute sa carrière. Et d'abord, il a travaillé chez l'Express. L'Express qui avait été fondé pour soutenir Chaban-Delmas. Et à partir des années 60... Oui, c'est en 64 qu'il quitte l'Express avec d'autres journalistes et qu'il cofonde le Nouvel Obs. D'accord. Un des points que tu as abordé et dont les gens n'ont pas nécessairement conscience, je crois, c'est que le capitalisme et l'individualisme sont en réalité des croyances. Oui. Et en fait, c'est bizarre parce qu'on parle beaucoup de la chute des croyances, en particulier parce qu'on pense aux croyances religieuses, dogmatiques. Mais en fait, il y a une croyance hyper dogmatique qu'est le capitalisme et voilà, cette valeur travail. Est-ce que ce que tu t'es dit, c'était dans une démarche un peu socratique, c'est-à-dire de se reposer des questions simples, dire, en fait, attends, c'est quoi cette histoire autour du travail ? Pourquoi on travaille comme ça, en fait, quelque part ? Oui, alors tout système produit des croyances, des idées, des principes pour se maintenir. Tout système a toujours un principe idéologique qui va lui permettre de se maintenir dans le temps. Et sans cette dimension de croyance, sans cette dimension idéologique, les choses tiennent pas. Parce que nous, êtres humains, on est des êtres qui cherchons du sens dans les choses, on cherche du sens à ce qu'on fait, à nos vies, etc. On se raconte des récits, on a des croyances, on a des principes, et chaque système idéologique ou pratique a besoin de nous apporter les réponses à ces grandes questions-là. Et ces réponses, elles étaient autrefois apportées par la mythologie, par la religion, et le capitalisme est venu transformer certains de ces principes idéologiques pour se maintenir aussi. Alors, en effet, moi, dans mes réflexions sur le travail, je me suis demandé pourquoi tout le monde valorisait ça de la droite à la gauche. Parce que je m'attendais à trouver plus cette critique à gauche. Et on trouve quand même dans les mouvements de gauche traditionnels, les mouvements ouvriers, les mouvements syndicaux, une défense du bon travail, une défense du travail dans de bonnes conditions, mais avec quand même l'impression que le travail, quel qu'il soit, est important, qu'il y aurait unanimement une critique et une condamnation morale de l'oisiveté, qu'il faudrait toujours faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. Et ça m'a assez déroutée. Et la réponse, l'analyse que j'ai apportée à ça et la réponse un peu plus radicale à ce statu quo où tout le monde valorise le travail, c'est une critique qu'on trouve plutôt du côté des anarchistes, et donc une critique anarchiste du travail qui consiste à dire que le travail, c'est une activité qu'on produit dans des rapports sociaux avec des rapports de force, dans des rapports de domination, et que critiquer le fait de passer sa vie au travail, c'est aussi critiquer les rapports de domination que construit l'activité de travail. Et ça se justifie aussi historiquement. On le trouve dans quelques intuitions dans l'histoire des idées, on le
retrouve chez Nietzsche qui dit que le travail c'est la meilleure des polices. On le trouve un peu chez Russell aussi. On le trouve qui a été un des grands critiques du travail au XXe siècle. Et aujourd'hui, on le trouve aussi chez Graeber, qui critique aussi les bullshit jobs en ce sens-là, en disant que le but des bullshit jobs, c'est de nous occuper toute la journée à faire des trucs inutiles plutôt que de nous laisser du temps pour réfléchir et potentiellement faire la révolution, ou à minima pour faire autre chose que du travail. Et donc, cette critique, elle m'intéresse beaucoup. Et c'est ce que j'ai fait notamment dans le chapitre 4 de mon livre, où j'essaie de montrer que historiquement, le travail comme cette activité rémunérée, déclarée, enfin d'ailleurs pas toujours rémunérée, mais en tout cas comme cette activité à laquelle on contraint les individus pour leur faire produire des trucs, est au cœur de rapports de force centraux. Et ça, on le trouve dès Louis XIV, qui met en place l'hôpital général, qui enferme tous les pauvres qui traînent là en leur disant on va vous inculquer les bonnes valeurs en vous apprenant l'obéissance et le travail. On le trouve dans la façon dont les femmes ont été mises au foyer, en leur disant maintenant c'est ça votre activité, et puis du coup ça vous met dans des rapports de dépendance vis-à-vis des maris et vis-à-vis des pères. Donc on pourrait dire qu'on le trouve aussi dans la façon dont les systèmes coloniaux se sont mis en place en imposant le système salarié aussi pour faire obéir en fait les populations. Et puis d'abord l'esclavage d'ailleurs. Oui, tout à fait. Dans la poursuite de l'esclavage en fait. Et donc l'esclavage, ça a été une façon de faire obéir les gens, et ensuite ça s'est traduit dans un rapport plus salarial. Et aujourd'hui en fait on hérite de cette histoire-là parce que nos sociétés sont des sociétés salariales, c'est-à-dire que pour acquérir des ressources économiques et des droits sociaux, il faut avoir un emploi, donc une activité rémunérée et déclarée, et cet emploi, il faut l'avoir à vie et à temps plein. Et dès qu'on sort de ces cases-là, dès qu'on s'arrête de travailler quelques années pour faire d'autres choses, dès qu'on se met à temps partiel ou des choses comme ça, on perd en fait en droits sociaux et en ressources économiques. Notre société est fondée sur ce modèle qui est quand même hyper exigeant, hein. 40 annuités à temps plein, c'est énorme. Pour avoir une pension de retraite minimale, c'est vraiment un engagement existentiel qui est énorme et qui ne laisse en plus aucune marge de manœuvre à d'autres façons de vivre. Tu faisais référence tout à l'heure à la gauche, et c'est vrai que sous Staline c'était une société hyper productiviste aussi, donc c'était pas non plus, enfin je veux dire, c'était pas l'oisiveté du tout. Je voudrais parce qu'en fait t'as parlé de deux choses qui sont intéressantes parce qu'on l'associe pas nécessairement au travail. T'as parlé des femmes et du travail à domicile en particulier, en tout cas voilà à l'époque, même si c'est encore vrai dans beaucoup de foyers aujourd'hui. C'est quoi le travail? Je te pose une question simple mais qui est en fait essentielle, mais que tu traites aussi. Alors il y a plein déjà de choses dans ce que tu dis. À propos de Staline et de la façon dont l'URSS a valorisé l'engagement au travail, notamment dans la figure du stakhanovisme, ça se comprend dans le contexte. Hein. Je suggère juste une lecture de Robert Linhart qui s'appelle Lénine, Taylor et les paysans, qui montre comment le taylorisme a été introduit en URSS. Ça se comprend dans le contexte aussi parce que la révolution bolchevique en 1917 se passe dans un pays où les forces productives, comme on dit, capitalistes, étaient pas beaucoup développées, et donc on avait l'impression que pour rattraper, dépasser le capitalisme, pour construire le socialisme, il fallait d'abord développer les forces productives capitalistes. Donc l'enjeu, c'était déjà d'industrialiser le pays pour ensuite pouvoir passer au socialisme. On avait l'impression que c'était un peu des étapes nécessaires. Et donc dans ce contexte-là, c'est comme ça qu'on a construit ça. Mais c'est vrai qu'à partir des années 50, justement, Egors participe à ces questionnements-là en se disant que c'est pas forcément la bonne façon de faire, parce que on a soumis les individus à cet idéal de travail, à oublier quels étaient leurs besoins un peu essentiels en leur disant il faut travailler à fond. Donc ça, c'est quelque chose qui est contesté à partir des années 50. Mais voilà, cet idéal stakhanoviste, on le comprend dans ce contexte-là. Alors ensuite, sur ce qu'est le travail. Pas évident. Non, et en plus, il y a beaucoup de débats dans le champ de la sociologie du travail et de la sociologie et de la philosophie du travail à ce sujet. On pourrait dire que, alors, il y a plusieurs propositions dans le champ. Il y en a qui disent que le concept est trop galvaudé, qu'on l'a utilisé pour parler de choses trop différentes, que maintenant on parle du travail des plantes ou du travail des animaux, et que ça a rien à voir avec ce qui se passe concrètement dans l'emploi tous les jours quand les gens vont dans un call center. Et eux, ils proposent, donc par exemple, c'est ce que fait la sociologue Marianne Dujarier,
elle propose de se passer du concept en disant que au lieu de parler de travail, on devrait à chaque fois spécifier plus précisément l'activité dont on parle. Est-ce qu'on parle d'une activité pour domestique pour satisfaire nos besoins quotidiens? Est-ce qu'on parle d'une activité rémunérée salariée? Bon, et que ça permettrait de préciser les choses. Ça, c'est une position. Une autre façon de voir les choses, moi, je m'inscris dans une tendance peut-être plus sociologique et anarchiste aussi, parce que il s'agit de définir le travail au sein de ces rapports de force qu'il crée pour pouvoir en fait le critiquer et pour pouvoir le délimiter. Parce que si on n'a plus de concept, qu'est-ce qu'on fait concrètement et comment on arrive à faire une théorie un peu générale de tout ça. Je pense que le travail comme activité de production pour satisfaire nos besoins, on en aura toujours besoin et qu'en ce sens, il n'y a pas de fin du travail automatique et qu'il n'y aura pas de moment où les robots vont nous faire à manger directement. Non. Voilà. Donc, on aura toujours besoin de consacrer de l'énergie, du temps et des ressources pour satisfaire nos besoins parce qu'ils se renouvellent tous les jours et qu'il faut les entretenir toute la vie. Par contre, le contenu de cette production, le volume, l'ampleur qu'on lui donne, la qualité de cette production, tout ça, on peut le déterminer nous-mêmes parce que le travail, c'est une activité culturelle qui est déterminée en fonction d'un contexte aussi et des besoins et qui est choisie par les individus. Donc ça, le contenu de ce qu'on travaille et le fait qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui travaillent dans les call centers, ça n'a aucune nécessité historique. Et si ça se trouve, il y aura plus de call centers dans 10 ans. Moi, ce que je souhaite. Alors... et alors, du coup... Sauf pour le service client, quand même, ça peut être pratique. Et alors, du coup, l'activité... Pour moi, je définis l'activité de travail comme une activité qui répond à une commande qui a été exprimée par un tiers et qui a plutôt intérêt à ce que cette activité soit réalisée. Si vous ne réalisez pas cette activité, quelqu'un d'autre le ferait à votre place ou lui-même le ferait à votre place. Et donc, c'est une activité de réponse à une commande qui est toujours inscrite dans des rapports sociaux parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous demande de faire quelque chose et on satisfait cette commande. En ce sens-là, je considère que se brosser les dents, ce n'est pas du travail. Toutes les tâches domestiques qui nous bénéficient directement ne sont pas du travail. Bon, ça, on peut développer si tu veux. Je le fais dans la lignée de certains débats féministes sur le travail domestique. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est de dire que toutes nos activités quotidiennes ne sont pas du travail, que boire de l'eau, ce n'est pas du travail. Par contre, servir un verre d'eau à une personne en situation de maladie ou de handicap qui n'est pas capable de se boire son verre d'eau elle-même, là, on rend service à quelqu'un, donc on est dans un rapport de travail. J'ai plusieurs questions à te poser, donc je vais faire une longue phrase où je vais t'en poser plein en même temps. Il me semble, en tout cas moi je trouve que ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on voit des doubles injonctions contraires, en particulier celle de l'optimisation de la performance. Donc on est dans une société hyper performative et dans le même temps on demande aux gens de ralentir et de trouver un équilibre entre vie perso et vie pro. Donc c'est des injonctions contradictoires qui sont absolument impossibles à résoudre. Et puis en fait dans le triptyque qui est que tu connais forcément entre travail, capital et terre, est-ce que le problème c'est pas qu'on a donné beaucoup trop de valeur au capital et que du coup les travaux, parce qu'en fait quand tu parles des call centers, j'entends tout à fait bien sûr, mais par exemple il y a des travaux, il y a des travails, on dit ça comme ça, qui sont pas hyper chouettes non plus comme éboueurs, mais qui par contre qui sont hyper utiles à la société. Donc il y a un certain nombre de tâches qui sont indispensables à une société. C'est pas le cas des téléopérateurs, je te confirme. En tout cas, pas ceux qui appellent pour faire de la pub. Voilà. Mais est-ce que justement, est-ce qu'on n'a pas dérivé? Est-ce qu'on n'aurait pas dû... Enfin, il y a peut-être un petit souci de valorisation et sociale et aussi en termes de rémunération des métiers clés d'une société. Par métier clé, j'envisage effectivement les professeurs, les médecins. Bon, les médecins, ça se passe bien pour eux. Enfin, ça dépend lesquels, mais les professeurs, les médecins, les hôpitaux, les infirmières, le facteur, le policier, etc., etc. Et donc les boueurs qui rentrent aussi dans cette ligne de compte, parce qu'en fait, c'est des métiers qui sont indispensables au fonctionnement d'une société finalement. Oui, oui, tout à fait. Alors, dans l'histoire de notre valeur économique, historiquement, on a mis de la valeur économique, enfin notamment au 19e siècle avec le capitalisme industriel, sur les marchandises, donc les objets qui étaient vendus sur un marché. Ce faisant, on avait exclu de ce marché toutes les tâches domestiques. Le fait en fait, d'entretenir sa force de travail, c'était pas considéré comme une production de marchandises. Et donc, cette bipartition entre ce qui est fait pour le marché
on reconnaît une valeur économique et d'ailleurs ensuite ça se traduit par une valeur marchande, par un prix, alors que tout ce qui est fait dans la sphère domestique, ce n'est pas valorisé comme du travail, il n'y a pas de valeur économique à ça. Ça, c'est la partition, disons, pas classique, mais en tout cas la partition telle qu'elle était au 19e siècle. Quand il y a eu des réflexions sur la façon dont les communautés devaient satisfaire certains besoins sociaux potentiellement de façon non marchande avec des services publics, là, ça a été l'idée que la communauté prenait ça en charge, notamment par des services publics. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a mille débats sur la comptabilité des services publics. Est-ce qu'on considère qu'ils contribuent à la création de valeur économique ou est-ce qu'on considère qu'ils n'existent que parce qu'ils pompent de la valeur économique créée sur le marché privé ? Ça, c'est des débats déjà entre les économistes. Et il y a encore des économistes aujourd'hui au sein de l'INSEE qui discutent de savoir si on pouvait... si en... changeant nos calculs du PIB, on pourrait donner plus de poids ou non au service public. Bon, en tout cas, il y a aucun consensus en la matière sur comment on valorise économiquement les services publics. Mais politiquement, on constate que comme les services publics sont financés par la collectivité, à savoir soit les villes, je crois que c'est le cas pour les services d'éboueurs, soit par l'État pour les services publics de santé et d'éducation, de police, de sécurité, etc. Et qu'on est dans une logique néolibérale qui consiste à réduire toujours au maximum les dépenses publiques, on cherche à réduire ces dépenses publiques là aussi. Et donc ça, c'est un peu la conséquence de ça. Mais en fait, on pourrait très bien être dans un système plus d'État social où on considère que les dépenses en matière de services publics, elles sont cruciales. Ce sont des investissements pour l'avenir de la société, et donc on augmente les fonctionnaires, on augmente les enseignants, etc. Et on voit aussi que c'est toujours déterminé par des rapports de force. Parce que, et ça c'est un exemple que prend Graeber aussi, parce que par exemple à New York, il y a eu une grande grève des éboueurs il y a quelques décennies, qui a mené à une revalorisation énorme des salaires des éboueurs. Et parce qu'en fait, pendant 10 jours, il n'y avait plus de récolte de poubelles, et donc ce rapport de force a mené à cette négociation là des salaires. Et à l'inverse, on voit qu'il y a des pays, par exemple, comme le Luxembourg, où les enseignants sont très bien payés. Bah oui, parce qu'ils nous piquent tout l'argent public de toute la zone euro. Donc ensuite, c'est facile d'avoir des ressources pour payer les fonctionnaires. Mais en tout cas, le fait de ne pas payer suffisamment ou de ne pas reconnaître à sa juste valeur économique les services publics, ce sont des choix politiques des gouvernants. Et c'est des choix qui s'expliquent par une volonté de réduction à tout prix des dépenses publiques. Bon, ça s'explique historiquement aussi par la façon dont on a construit l'Union européenne et les normes budgétaires européennes, qui sont aussi complètement arbitraires. Mais ça, c'est des croyances en fait en réalité. Oui, ce sont des croyances. Et alors là-dessus, je vous conseille la BD Le choix du chômage. J'ai pas les auteurs en tête, mais la BD date de 2015, je crois. Peut-être que l'un des auteurs c'est Colomba, je sais plus. Mais en tout cas, sais pas. Mais on pourra revérifier ça. Et en tout cas, dans Le choix du chômage, ils reviennent sur l'invention de la norme des 3% du PIB. Tu sais, les 3, quand on dit il faut pas dépasser les 3 points de dette, etc., dans le rapport au PIB. Et en fait, ça a été inventé comme ça par un type qui s'est dit, tiens, 3, c'est un joli chiffre, quoi. Non, mais vraiment. Et aujourd'hui, on respecte ça comme une synchro-norme, alors que c'est en fait complètement absurde. Et donc, tout ce qui est en matière l'économie, c'est des choix politiques. Il n'y a aucune science en la matière. C'est une science humaine d'ailleurs. Et les politiques économiques résultent de choix politiques qui sont faits plus ou moins collectivement. Et c'est vachement important de le rappeler parce que, en fait, ça, dans nos imaginaires, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, ça nous semble tellement évident qu'il faut travailler. D'ailleurs, on présente souvent les gens par leur carrière. Ah bah oui, il fait ça, ou il a fait telle étude, ou elle a fait telle étude. Et puis, il y a une fonction sociale, très clairement, du travail. Donc, c'est vachement important de redire, en fait, finalement, toute cette logique autour du travail, ça reste une construction sociale, idéologique en fait, et sociale. Et une construction sociale en fonction de certains contextes. Et le fait de travailler aujourd'hui autant d'heures par semaine, c'est un choix de société. Et d'ailleurs, on travaille quand même beaucoup pour une société qui a réussi à réduire, à augmenter les gains de productivité. On est plus productif, on serait capable de travailler collectivement moins. Mais en fait, comme notre sécurité sociale est fondée sur l'emploi, donc tous ceux qui se retrouvent en dehors de l'emploi sont privés de ressources, donc on cherche à créer des emplois, n'importe lesquels. Et on se pose jamais
la question du contenu de l'emploi. Alors, si je me trompe pas, ça crée des emplois, c'est considéré comme une bonne chose. Je vais dire un truc que tu vas pas aimer, mais je vais te le dire quand même. Si je me trompe pas trop, on a quand même vachement réduit notre temps de travail parce qu'en fait, maintenant les études finissent plus tard. On meurt on meurt plus tard aussi, donc du coup on vit sans travailler entre guillemets plus longtemps, et puis il y a les congés payés, etc. Donc en fait, techniquement, si je me trompe pas trop, j'avais une stat, mais je l'ai plus en tête, sous Napoléon III, où je pense que on travaillait globalement 70% de sa vie, et maintenant je sais plus exactement ce que c'est, mais en tout cas c'est moins. Alors il y a des enjeux par semaine, et il y a des enjeux sur l'année aussi. C'est ça, bien sûr. Aussi, en fait, au Moyen Âge, il y avait aussi beaucoup de fêtes, il y avait aussi beaucoup de jours fériés, il y avait des pratiques différentes comme la Saint-Lundi où certains ouvriers ne travaillaient pas le lundi et en fait avaient pas un travail en continu aussi. Alors là-dessus, sur la question du temps de travail, je recommande un ouvrage des historiens Corinne Mette et Didier Terrier qui s'appelle Les rythmes du travail, et c'est la meilleure recherche, la plus précise en la matière. Ça revient sur toute l'histoire des fêtes au travail, le travail de nuit, combien de temps on travaillait par semaine, etc. En fait, on n'arrive pas à faire des généralités comme ça, parce que ce sont des situations très différentes de pratiques. Il y a beaucoup de différences entre si on travaille à domicile ou si on travaille dans une industrie. Le travail agricole, c'est différent du travail artisanal, le travail domestique aussi, etc. Donc, c'est difficile de faire des généralités. Par contre, je dirais que sur l'argument de on commence à travailler plus tard, c'est aussi que auparavant, le temps de formation était parfois inclus dans le moment du travail, en fait. Par exemple, les compagnons, quand ils étaient apprentis, ils étaient justement en apprentissage et ils étaient déjà en train de travailler. Un autre exemple, c'est ma grand-mère, par exemple, qui était institutrice. Elle est rentrée à 16 ans dans ce qu'on appelait les écoles normales. C'était une sorte d'IUFM, les ESP, les INSPE. Bon, c'était le truc qui formait les instits. Elle est rentrée à 16 ans là-dedans, et donc à partir de 16 ans, elle a commencé à cotiser pour sa retraite. Et donc, elle a pu partir à la retraite à 51 ans. Et elle est toujours en vie aujourd'hui à 93 ans. Ceci explique peut-être cela. Voilà. Donc, effectivement. Mais en fait, à partir de 16 ans, son moment de formation a été comptabilisé comme du travail. Aujourd'hui, les instits, ils sont recrutés à Bac+5, mais on commence à cotiser pour la retraite qu'à Bac+5. Donc en fait, c'est juste, on a décalé le choix social de se dire à partir de quel moment on considère que les gens travaillent et qu'ils cotisent pour des droits sociaux. Et maintenant, en fait, on demande aux instits, on demande en fait à beaucoup de travailleurs de se former eux-mêmes. Ils acquièrent pas de droits sociaux pour cela, et ensuite ils arrivent donc plus tardivement sur le marché du travail. Alors qu'avant, il y avait plus, disons, on était inclus plus tôt dans ce système de protection sociale. Et je voudrais juste qu'on revienne sur cette histoire de performance et d'optimisation. Je sais pas si tu connais cette histoire, sans doute que tu la connais parce qu'elle est tellement justement connue que tu l'as forcément vu passer, du Mexicain et de l'Américain sur... tu vois cette histoire où donc t'as un pêcheur mexicain qui sort de la mer avec des poissons, il est environ midi, et il y a un Américain qui est là sur la plage et qui le regarde et qui va la voir et il fait qu'est-ce que vous faites? Et donc le Mexicain lui dit, je rentre chez moi, en fait, j'ai des poissons pour manger, donc je vais préparer à déjeuner avec ma femme, et puis après, on va faire la sieste, on va jouer avec les enfants, et puis un peu plus tard, j'irai jouer de la guitare avec mes potes sur le bord, sur le port. Et l'Américain lui dit, mais non, il faut surtout pas faire ça. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est retourner dans l'océan, pêcher plus de poissons. Comme ça, vous allez pêcher, vous allez avoir un plus gros bateau. Avec le plus gros bateau, vous allez pêcher encore plus de poissons. De cette manière-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir créer une société. Après, vous allez pouvoir vous exporter aux États-Unis, peut-être devenir millionnaire. Et du coup, le Mexicain lui dit, ok, mais et quoi? Et après, vous pourrez venir dans un petit village, aller pêcher quand vous voulez, faire la sieste avec votre femme, jouer avec vos enfants et aller jouer de la guitare sur le port. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, cette histoire de productivité, de performance, d'optimisation. Et en fait, ça touche aussi à un truc crucial, à mon avis, pour l'écologie aujourd'hui et pour penser la décroissance, qui est la notion de besoin et la notion de suffisant. Parce qu'en fait, là, ce que tu racontes dans son histoire, le Mexicain, il a ce dont il a besoin. Il a la quantité de poissons dont il a besoin, et ensuite, il a et il a l'équilibre aussi. Voilà, et il a l'équilibre avec d'autres activités de vie. Et en fait, il choisit de réduire le temps et l'énergie qui passe à la production pour satisfaire ses besoins, pour avoir du temps et de l'énergie pour autre chose. Et on remarque aussi dans les travaux anthropologiques sur les sociétés non capitalistes qu'il y avait aussi cette auto-réduction du temps de travail. C'est par exemple les travaux de Marshall Salins qui montrent que ces sociétés-là, elles travaillent 3-4 heures par jour.
à des petites tâches pour satisfaire leurs besoins et qu'ensuite, à côté, elles ont plein de temps pour faire autre chose. Et en fait, ça, c'est aussi au cœur de la critique du capitalisme de Gors, c'est de dire que le capitalisme nous a dépossédés de la notion de ce pouvoir de juger ce qui était suffisant pour nous. On ne peut plus dire voilà le niveau de revenu, voilà le temps de travail que je juge suffisant pour moi, voilà la production que je juge suffisant pour moi. On est obligé de se conformer à des normes, à une norme légale du temps de travail, à des normes en matière de revenus, etc. Et on n'a pas ce pouvoir d'adapter en fait nos efforts à ce qu'on juge suffisant pour nous d'une certaine façon. Alors certains pourraient dire bah si tu peux te mettre à temps partiel ou autre, mais on reste quand même dans une société salariale où la norme c'est le temps plein. Et le modèle auquel pense Gors, c'est le modèle des ouvriers paysans polyvalents qui en fait choisissaient leurs activités tout au long de l'année. D'ailleurs, c'était pas la même activité tout au long de l'année parce que il y avait des travaux agricoles qui étaient limités à une certaine période. Ensuite, ils partaient faire d'autres tâches à d'autres moments. Il y avait aussi plus de mobilité et il y avait vraiment cette volonté de travailler quand on avait envie de travailler, quand on avait besoin de travailler. Et ça s'est arrêté au XXe siècle. Et d'ailleurs, c'est l'un des fondateurs de la sécurité sociale britannique qui s'appelle Beveridge qui le dit très bien. Lui, il dit quand on va organiser la répartition du travail, on va demander à ceux qui veulent travailler de travailler toute la semaine et ceux qui veulent pas, ils seront chômeurs, ils travailleront pas du tout, mais ça suffit les feignants qui veulent rester au lit 3 jours par semaine. Et il y a vraiment cette idée que il va falloir se donner à fond quoi. Et le système de protection sociale, il s'est ensuite construit sur ce modèle-là. Il va falloir travailler tout le temps et les jours de pause, etc., sont des jours de pause pour se reposer et puis pour être plus en forme pour la semaine suivante. Mais on ne pourra pas déroger à cette norme qu'on nous impose collectivement, en fait. Bon, tu me poses un problème parce que du coup j'ai deux choses à dire qui ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors je vais commencer par la première en espérant pas oublier la seconde. La première, ce que tu décris est lié avec mon histoire de Mexicain. Ça me fait penser à cet épisode que j'avais enregistré il y a, je pense, 3 ans. C'est l'épisode 89 avec Olivier Morel. Et Olivier, c'est un pote. D'abord, mais c'est aussi quelqu'un qui avait décidé. Donc l'épisode s'appelle Travailler plus pour gagner quoi. Et il avait décidé au moment où il a eu une promotion, donc il avait un poste assez chouette chez Danone, et il a décidé de diviser son temps de travail par 2. Donc en fait, il a décidé de passer à mi-temps. Et donc ce faisant, il a divisé ce qu'on appelle son cash flow par 2, bien sûr. Mais ce qu'il explique, c'est que bien sûr, j'ai divisé mon cash flow, mais j'ai augmenté mon rien flow, j'ai augmenté mon ami flow, mon forest flow, mon lecture flow, mon surf flow, mon chemin de Compostelle flow, etc., etc. Donc en fait, ça dépend quels sont les indicateurs que tu utilises pour la qualité de vie, mais effectivement, dans notre société, et la croyance, et ce que disait André Gors, et ce que tu décris assez bien, c'est qu'en fait, on ne sait plus positionner les limites d'un salaire convenable, c'est qu'il en faut toujours plus. En fait, on est dans une société où le succès est associé à l'accumulation de biens, de pouvoir et d'argent, et du coup, ce qu'on essaye de faire, du coup, c'est d'optimiser pour essayer que ça tienne à peu près, quoi, avec tous les burn-out qu'on connaît par ailleurs. Tout à fait. C'est évident que la société capitaliste du XXe siècle s'est construite sur une augmentation des revenus pour permettre la consommation de toutes les classes sociales. Ça, c'est le modèle fordiste qui est de dire on augmente le salaire des ouvriers pour qu'ils puissent acheter les voitures qu'ils produisent. Parce qu'auparavant, la consommation c'était réduit, c'était uniquement pour les classes sociales plus aisées. Donc ça a changé au XXe siècle avec l'avènement de cette société de consommation. Et dans cette société de consommation, on nous présente comme une sorte d'avantage et de pouvoir, enfin de succès, le fait de pouvoir acheter ce qu'on veut et le fait d'avoir le pouvoir économique, de se faire livrer des sushis tous les soirs si on en a envie, de partir en vacances dans des lieux très chers si on en a envie, etc. Et ce serait ça la réussite. La liberté. Et la liberté. Alors qu'à l'inverse, moi je déteste. Vraiment, j'ai un truc contre la livraison à domicile. Je trouve que c'est que c'est une forme d'esclavage moderne. Et Gors critiquait déjà ça dans les années 80, parce que c'est vraiment faire venir à domicile quelqu'un pour satisfaire notre besoin. Alors pour des choses qu'on est capable de faire soi-même, parce que franchement, se faire cuire des pâtes, on en est capable. Nettoyer notre toilette, on en est capable aussi. Donc toutes ces relations de service, ce sont aussi des relations de pouvoir. D'autant plus qu'on paye pas vraiment ce travail parce que
on voit ce que ça coûte et on voit aussi ce que ça coûte parce que ils sont en auto-entrepreneur et qu'ils n'ont pas de protection sociale derrière. Donc ça, c'est aussi un système catastrophique. Mais en tout cas, je pense que le vrai pouvoir sur sa vie, c'est pas de pouvoir aller faire tous ses repas chez Starbucks ou Deliveroo, mais en fait, c'est d'être capable de satisfaire soi-même ses besoins et de pouvoir s'adapter à nos envies déjà. Il y a un moment où vous êtes lassé des menus Deliveroo aussi, à nos envies, à ce qu'on juge suffisant pour nous, etc. Et donc, ça, c'est pour moi le vrai pouvoir, c'est d'avoir du temps et de l'énergie pour satisfaire soi-même ses besoins sans passer par des formes standardisées vendues par le marché, en fait. Parce que d'ailleurs, il y a bien un moment où on est lassé aussi bien des produits tout prêts au supermarché, quand on prend ça tous les midis, que des formules standardisées pour les vacances où on nous dit le tourisme c'est de prendre l'avion, d'aller dans une capitale européenne et de faire le tour des grandes attractions. En fait, toute cette forme de consommation de masse, de toute façon, elle lasse aussi les gens et on se rend compte que on cherche d'autres façons de consommer, d'autres loisirs aussi que ceux qui nous sont proposés par l'industrie capitaliste. Il y a un moment, on se lasse de Netflix aussi, et on choisit soi-même le film qu'on va aller regarder. Alors, du coup, l'enjeu, je pense que en effet, c'est dans une société où le temps plein est très élevé, etc., regagner du temps en réduisant son temps de travail, c'est une grande force. Ça reste un privilège et c'est pour ça que pour moi, l'enjeu, c'est de réduire collectivement notre temps de travail. Si on pouvait avoir une société où on travaille que 2 jours par semaine, où on travaille que 10 heures par semaine, ce serait merveilleux. Et donc ça, je pense que c'est vraiment ça la révolution, parce que si ça reste un choix qu'on fait à l'échelle individuelle, déjà il faut avoir les moyens économiques pour le faire. Et actuellement, on est quand même dans un système où il y a beaucoup de contrats courts avec des emplois du temps fragmentés, notamment pour les emplois pour les femmes, qu'elles soient aides-soignantes ou qu'elles soient aides dans les écoles, les AESH par exemple. Je conseille à ce sujet le film de François Ruffin qui s'appelle Debout les femmes, qui montre bien leurs conditions de travail hyper précaires, parce qu'en fait elles travaillent du lundi au samedi, mais elles ont un emploi du temps fragmenté où en fait on ne compte que une demi-heure chez Madame Michu, il y a 1 heure de trajet pour aller chez Monsieur Bertrand, et puis voilà, on compte une demi-heure, et à la fin il y a 700 € par mois. Donc oui, c'est pas à ces personnes-là que vous allez parler de temps partiel et de réduire leur temps de travail, parce que de fait les conditions de travail qu'on leur impose les empêchent d'avoir du temps, et en plus d'avoir les ressources économiques suffisantes par rapport au temps où elles passent effectivement. Donc c'est pour ça que je pense que le changement, il doit vraiment être dans notre droit du travail et dans notre sécurité sociale. Bon, avant de te faire une remarque de droite, que je vais te faire quand même, mais je la ferai après, je vais te raconter une deuxième histoire, et qui va répondre sans doute à ce que tu décris. En fait, sur le podcast, j'ai aussi reçu Frédéric Lopez, tu sais, l'animateur, enfin l'ancien animateur de Rendez-vous en terre inconnue. Et justement, il me décrit cette situation d'un agriculteur qui a perdu sa récolte à cause du changement climatique. Et cet homme, il sourit. Et donc Fred, il est étonné, il comprend pas, il fait mais comment tu peux sourire alors que tu viens de tout perdre, et en particulier ta capacité de te nourrir et de nourrir ta famille. Et là, le mec lui répond, parce que je sais qu'une personne de mon entourage, de ma communauté, quelqu'un de ma famille peut-être, va venir m'aider. Et en fait, est-ce que derrière ce que tu décris, il n'y a pas aussi cette logique d'individualisme, donc qui est aussi une croyance, qui s'est beaucoup développée au XXe siècle, et pour ça, bon, pour le coup, je recommande un documentaire, alors qui est en anglais, mais qui s'appelle The Century of Self, je crois, qui est disponible gratuitement sur YouTube, The Century of Self, et qui montre comment ça s'est développé. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas aussi cette logique individualiste? Et là, je pourrais aussi te faire ma remarque de droite, qui est que, oui, mais en fait, il faut bien que les gens contribuent, parce qu'on ne peut pas avoir des gens qui travaillent et qui font fonctionner la société, et les autres qui sont oisifs, parce qu'il y a cette idée derrière. Oui, alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis. L'enjeu de pouvoir se reposer, en fait, d'être aidé par une communauté, c'est à la fois, alors, c'était des solidarités traditionnelles. Le problème des solidarités traditionnelles, c'est ce sont parfois des contraintes sociales très fortes, et dépendre des solidarités traditionnelles et faire son coming out quand on est gay ou autre, c'est pas facile, parce que souvent le poids des normes, il est ressenti d'autant plus difficilement dans ces communautés traditionnelles, qui peuvent être aussi parfois très sexistes, etc. C'est pour ça que la communauté, disons, plus anonyme de l'État, c'est une vraie protection, parce que l'État vous dit pas non, t'as pas été sympa au dîner de Noël la dernière fois avec tonton, donc je te bloque les fonds, quoi. Alors
que c'est ça, hein, les solidarités potentiellement familiales ou locales, où il suffit qu'on ait une amourette avec pas la bonne personne, et puis on est banni de la communauté, etc. On est une honte ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, le problème, c'est que les communautés traditionnelles, en effet, elles aident, elles insèrent les individus dans un tissu social très fort, mais parfois elles sont aussi très contraignantes, et pour un peu qu'on ait envie de diverger de la norme de ces communautés, c'est difficile d'avoir un autre soutien. C'est pour ça que le soutien public d'une communauté légale, disons, est un peu plus anonyme, ça protège aussi, parce que ça, c'est un soutien qui est de droit, en fait. Oui, tu veux réagir? Je voulais réagir juste pour te dire, il y a quand même une problématique, aujourd'hui en tout cas, je crois que Macron a décidé de l'enlever, donc on va voir s'il le fait ou pas, qui est une problématique de remplir les papiers pour avoir les droits. Et en fait, on sait que y a une grosse partie des gens qui ont le droit au RSA qui, en fait, ne le touchent pas parce que, en fait, c'est beaucoup trop compliqué. J'avais reçu une économiste sur le podcast sur la pauvreté et elle me disait, alors je connais plus les chiffres, mais elle-même avait essayé de remplir les papiers et en étant docteur, enfin, voilà, elle était docteur en économie et elle avait du mal à le faire. Non, donc, sûr, en fait, on imagine bien que... Ça, c'est déjà un truc dont parle Graeber aussi, en disant que tous ces contrôles administratifs, ils sont là pour justifier qu'on va pas vous donner l'argent auquel vous avez le droit, que vous remplissez pas bien les formulaires, et ben tant pis pour vous. Et en plus, il faut voir le droit à quel point c'est intrusif aussi. Maintenant, la CAF, quand vous touchez le RSA, ils contrôlent vos relevés bancaires, ils peuvent regarder que vous avez eu un chèque de 50 € pour votre anniversaire par tati mamie, et ils le déduisent de votre RSA. Les contrôles effectués aujourd'hui sur les allocataires du RSA sont vraiment hyper intrusif. Et donc, et c'est pareil, même déclarer tous les mois ses revenus à la CAF, c'est hyper contraignant, c'est hyper intrusif aussi, etc. Donc, en effet, je pense que le problème des systèmes d'aide conditionnés à certaines conditions qu'il faut justifier, etc. Ça sert à exclure pas mal de gens de cette protection sociale. Et en plus, c'est tellement de travail humain, c'est tellement d'énergie, c'est tellement de ressources gaspillées. Vous imaginez, en formulaire, en électricité pour déposer les trucs, des personnes dans les bureaux qui traitent les dossiers, qui vont dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. La conditionnalité des aides sociales, c'est en plus une façon aussi de stigmatiser les pauvres en disant ça c'est juste pour les pauvres, alors que quand on fait des aides inconditionnelles, il y a moins de sentiments de tension de certaines personnes qui seraient privilégiées par rapport à d'autres. Et d'ailleurs, on a été tout à fait capable de mettre les allocations familiales pour tout le monde. Les prestations familiales, c'était touché aussi bien par les familles versaillaises que les familles les plus défavorisées. Donc, on est capable de faire une protection sociale inconditionnelle quand on a envie de le faire. Là, en matière de natalité, ça arrange tout le monde quand il y a des enfants, donc on donne les coups à tout le monde. Mais donc, je pense que l'enjeu, en effet, c'est une protection sociale qui soit inconditionnelle. Et ça passe par exemple par deux types de mécanismes. Quelque chose comme le revenu universel, qui serait une allocation versée de façon inconditionnelle à tous les individus d'un territoire, d'une communauté. Et des services publics accessibles à tous, sans qu'on ait besoin de montrer 1000 papiers ou autres. Et ça, des services publics, c'est à la fois la piscine municipale, c'est la bibliothèque municipale, où vous pouvez aller prendre des livres sans avoir besoin de justifier que vous êtes de la ville. Alors c'est le cas à Paris. Ça dépend des mairies, des choix politiques qui sont faits. Mais en tout cas, je pense que l'enjeu, c'est de mettre à disposition des ressources et des droits sociaux et des services qui ne nécessitent pas de prouver qu'on a bien le droit à ces trucs-là. Et en plus, sur la question de la contribution, je pense que toutes nos recherches économiques, sociologiques nous montrent que la façon de contribuer à la société, au lien social, ça passe pas uniquement par l'emploi rémunéré, qu'il y a plein de travail informel, il y a des coups de pouce qu'on donne aux uns et aux autres quand on n'est pas en emploi, quand on est au chômage. Les retraités, ils sont pas en emploi et pourtant ils filent beaucoup de coups de main à la communauté, que ce soit en s'occupant des enfants, des petits-enfants, ou en venant, je sais pas, aider les enfants à poser une étagère, ou en faisant du bénévolat. Et tout ça, c'est pas reconnu par notre système de l'emploi traditionnel. Donc je pense que de toute façon, l'argument de il y a certains qui contribuent à la société, eux ils sont déclarés et on leur file un chèque, et il y en a d'autres qui sont oisifs et qui se reposent sur les autres, je pense que ça marche pas. Et je pense que si on était dans une société
où toutes les formes de contribution sociale étaient valorisées, on ferait d'autres choix aussi. Hein. Le nombre d'enfants, moi je suis enseignante et donc je vois les enfants, les choix qu'ils font sur Parcoursup et le nombre d'élèves qui font des choix de carrière en se disant je vais aller dans la finance ou dans le commerce parce que ça va me rapporter de l'argent, alors que c'est pas forcément ça qu'ils aiment à l'école. En fait, c'est des choix, mais c'est des trucs qui se mettent dans la tête à 15, à 18 ans. Et ça les marque à vie. Alors que si on leur avait dit, vous êtes dans une société où vous pouvez faire ce que vous aimez, quelles sont vos passions, peut-être que toi tu préfères le vélo, toi peut-être que t'aimes bien parler anglais, etc. Et vous n'aurez pas besoin de vous battre sur un marché de l'emploi hyper compétitif comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense que les gens feraient d'autres choix de vie aussi. Et ça change la vie, hein, parce que le choix qu'on fait à 15 ans en se disant je veux un métier lucratif, ça va avoir des conséquences sur toute notre existence, en fait. Ah ben, clairement. Mais dans ce cas-là, enfin, il y a aussi il y aurait peut-être des métiers où on aurait du mal à recruter, typiquement les éboueurs. Parce que je pense pas que tu te réveilles en te disant j'ai envie d'être éboueur. C'est pas si évident, parce qu'à New York, depuis qu'ils ont eu cette grosse grève historique et un gros rapport de force, les éboueurs, ils sont payés, mettons, $7,000 par mois. Et c'est très difficile de devenir éboueur à New York. Il faut passer plein d'entretiens, parce que du coup, tout le monde veut se battre pour ces bonnes conditions de travail. Donc l'enjeu, c'est aussi de revaloriser les conditions de travail et la reconnaissance sociale face à ces professions essentielles. Sauf que comme on est actuellement en France dans une logique de se dire il faut réduire les dépenses publiques, les fonctionnaires, vous débrouillez avec ce que vous avez et puis voilà, résultat, il y a plus de profs au concours en fait. Et il y a plus et on n'a plus de personnel soignant. Là, la crise qui est en train de se passer à l'hôpital, ça montre bien que il y a un ras-le-bol, un refus de travailler dans ces conditions-là. Et il y a un moment, on doit faire des choix politiques en se disant, est-ce qu'on a besoin d'enseignants et de soignants ? Oui, dans ce cas-là, il va falloir changer les conditions de travail pour faire en sorte que les gens reviennent. Et j'en profite et là, le marché privé est peut-être plus rapide que nos gouvernants avec leurs croyances aussi à s'adapter, parce que la crise dans l'hôtellerie et la restauration, où on a une grosse pénurie de serveurs, de gens qui voulaient travailler dans ces milieux-là, la crise, elle s'est passée il y a 1 an. Il y a eu une sorte de, pas de réforme, mais ils se sont rencontrés là à l'automne en se disant comment on fait pour changer les conditions de travail pour ramener du monde à nouveau. Ils ont gagné un 13e mois, ils ont gagné un meilleur temps de repos, etc. Une réflexion collective sur le temps de travail aussi. Maintenant, il y a même des restaurants qui mettent en place la semaine de 4 jours pour les serveurs. Il y a même des restaurants qui proposent des salaires à 2500, etc. pour les serveurs. Résultat, il y a à nouveau des candidatures. Mais voilà, il faut bien changer les conditions de travail. Et ça, c'est un truc, c'est pas encore arrivé dans la tête de l'État pour gérer les fonctionnaires. Mais j'ai 2 questions pour toi. Ça va durer longtemps cette conversation. Mais la première, c'est une remarque de droite. Qui va payer pour ça ? Donc, parce que voilà, on est un pays malgré tout où les ponctions sociales sont très fortes. En tout cas, pas pour les ultra riches, je pense, mais pour les gens riches et pour tous ceux qui sont en dessous. Ouais, mais moyenne plus. C'est-à-dire que quand t'es riche, tu payes aussi beaucoup d'impôts. C'est-à-dire qu'en fait, à part les gens qui ont vraiment suffisamment d'argent pour avoir, je sais pas, comment on appelle ça, un fiscaliste pour monter des. Enfin, je veux dire, moi je connais des gens riches qui n'ont pas de fiscaliste, qui n'ont pas d'arrangement pour payer moins d'impôts, donc ils payent beaucoup d'impôts en réalité. Donc c'est vraiment les ultra riches entre guillemets qui payent pas beaucoup d'impôts, les autres ils payent, en général. Et puis les classes moyennes, et puis les classes pauvres. Voilà, tout le monde paye à part les ultra riches. Donc il y a une première question qui est qui va payer pour tout ça, et la deuxième question c'était autour de l'oisiveté, mais je te la poserai après. Alors sur la question des finances, les finances c'est des choix. Alors déjà. Bon, j'oublie pas que t'es philosophe. Voilà. Non, mais en fait, c'est des choix politiques aussi, de se dire qu'est-ce qu'on fait payer ou non dans une collectivité. Quand vous êtes aux États-Unis et que vous devez payer $30,000 pour accoucher, bien sûr, vous avez besoin d'un peu plus de cash qu'en France. Quand vous êtes aux États-Unis et que vous devez débourser $100,000 pour la totalité des 4 années de bachelor de votre enfant, vous avez besoin d'un peu plus d'argent que quand vous mettez votre enfant à la fac en France.
Donc, le besoin, le niveau de revenu dont vous avez besoin, de toute façon, il dépend des possibilités offertes par la collectivité. Et s'il y a plus de services publics qui sont pris en charge, etc., on évite ces coûts exorbitants du privé. Donc, bon, déjà, un enjeu là-dessus. Ensuite, oui, sur les enjeux de finances, bon, ça, c'est des trucs toujours rebattus et c'est des choses qu'on adresse tout le temps à la droite, à la gauche, depuis la droite, comme si la droite dépensait rien. Et comme... Alors qu'en fait, en faisant des économies d'impôts, en mettant des contrôles sur les allocataires du RSA, en mettant des flics partout pour surveiller le shit, enfin, vous dépensez aussi des trucs. Hein, les mesures de droite, elles coûtent aussi quelque chose à la collectivité. Donc, je pense que l'enjeu, c'est aussi de savoir comment on contribue collectivement à la production de richesses. Parce que là, dans les exemples que tu cites que des particuliers. Mais qui produit des richesses en France? Des entreprises aussi, qui ne payent pas d'impôts. McKinsey qui ne paye pas d'impôts en France, alors qu'ils sont là à nous dégommer les services publics, c'est quand même hyper Parlant. Voilà. Donc, les entreprises participent à la production de valeur économique et ne sont pas toujours taxées pour cela. Amazon, c'est pareil, etc. En France, vous avez plus de chances de payer des impôts, plus d'impôts quand vous êtes boulanger que quand vous êtes McKinsey. C'est quand même un peu... bah voilà, mais c'est la même question qu'au niveau de la fiscalité des particuliers. C'est les moyens qui payent beaucoup plus que les très gros. C'est clair. Donc, ça, je pense qu'il y a un enjeu là-dessus. Et comment on s'en sort... Enfin, on s'est sorti de... En fait, pourquoi on en est dans cette situation-là? C'est parce qu'il y a le chantage de la mondialisation en disant, bah, si vous nous faites payer des impôts, on va partir au Luxembourg, en Irlande. Bon, ça, on a un problème dans l'Union européenne. Et puis, on va faire augmenter le chômage. Voilà, la fiscalité qui est à la carte et qui permet à Google d'aller en Irlande et de continuer de bénéficier de la communauté d'utilisateurs français, c'est quand même hallucinant qu'on n'arrive pas à imposer autre chose dans le rapport de force européen, mais c'est parce qu'on n'a pas envie d'imposer autre chose aussi. Donc... Après, les États-Unis sont en train de le faire, hein, bizarrement d'ailleurs. Mais les États-Unis et la fiscalité américaine, vous êtes américain et quel que soit votre lieu de résidence dans le monde, vous allez payer vos impôts aux États-Unis. Pourquoi on fait pas ça en France? Tous ceux qui disent je vais partir en Belgique là, eh ben on fait le même système qu'aux États-Unis. Que vous soyez en Belgique, en Ouzbékistan où vous voulez, vous payez vos impôts aux États-Unis. Ou vous perdez votre citoyenneté. Votre nationalité. Bah ouais. Mais en fait, et les États-Unis, ils imposent le protectionnisme. Ils sont vachement plus forts pour imposer des mesures. Hein. C'est que nous, on a fait un choix aussi d'aller dans ce sens-là et de pas négocier les conditions. Et il me semble que Biden, il a décidé d'avoir une sorte de nivellement de l'imposition minimum des entreprises aussi. Enfin, si je me trompe pas trop. En fait, en mettant une sorte de seuil, de socle. Exactement. Genre, oui, je crois autour de 20%. Mais en tout cas, tout ça, c'est des choix politiques. De se dire où est la production de valeur économique, comment on la taxe pour la distribuer. En fait, c'est ça une communauté. Et c'est pas spécifique aux États contemporains, à l'Union européenne ou autres. Les communautés ont toujours eu cette réflexion sur quelles sont les richesses produites collectivement et comment on les redistribue. Et parfois, on les redistribue plus ou moins mal. On regarde Robin des Bois, le dessin animé, c'est le roi qui s'en prend plein les poches, etc. Et donc, l'enjeu, c'est de savoir comment on redistribue les richesses. Et ce que montrent les économistes comme Piketty, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où on redistribue beaucoup moins les richesses qu'on ne le faisait dans les années 50-60. Donc ça, c'est des choix politiques. L'autre question que je voulais te poser, donc, c'est sur l'oisiveté. Comment ça se fait, selon toi, qu'il y a cette peur de l'oisiveté, tant au niveau de la société qu'au niveau individuel? C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens ne font rien, en particulier, ça arrive beaucoup à des gens qui partent à la retraite, que tu as dû observer dans tes recherches, des gens qui s'ennuient, en fait. Et il y a aussi, sans doute socialement, et ça, c'est une autre question, la place de l'ennui. C'est sans doute une question de philosophe, d'ailleurs. C'est quoi la place de l'ennui dans une société productiviste, performatrice Oui, alors il y a plein de choses dans ce que tu dis. Alors d'abord sur tous ceux qui sortent de la situation d'emploi à temps plein, etc. Que ce soit les chômeurs ou les employés, ou les retraités. Parce que sur cette question, on cite souvent aussi l'exemple des chômeurs de Marienthal dans les années 30 en Autriche, qui s'ennuient et sont désœuvrés et perdent leurs normes sociales quand ils perdent leur emploi. Oui, dans les sociétés où le travail est ce terreau social.
dans une société où il n'y a rien d'autre que le travail. Pourquoi vous vous ennuyez aussi en tant que retraité quand vous passez à la retraite dans cette société salariale où tout le monde travaille? C'est parce que c'est parce que vos proches ils sont pas disponibles pour faire des choses avec vous, vos enfants ils sont pas disponibles, vous êtes loin, etc. Et donc c'est parce que vous retrouvez dans une situation où vous ne travaillez plus, alors que tout le monde passe son temps à travailler tout le temps autour de vous. Dans une société où on travaille tous moins, on a du temps pour déjà s'éduquer à d'autres activités, prendre l'habitude de faire d'autres activités et donc échanger aussi avec les gens qui ne sont pas en activité à temps plein. Et donc tout l'enjeu, c'est voilà cette réorganisation complète des activités sociales. Parce que l'enjeu, c'est toujours c'est la norme sociale dominante et quand on quitte cette norme, on devient un marginal. Et ça, c'est le cas quand on passe au chômage dans une société où on est tous censés avoir un emploi. Bon, c'est plus ou moins marginal dans une société où il y a 10% de chômage. Et on est quand même de plus en plus touché par cette situation-là. Mais dans l'esprit collectif, ça reste une situation anormale qu'il faut résoudre, etc. Et donc, c'est difficile à porter comme n'importe quel stigmate de marginal, en fait. Mais dans une société où on travaillerait tous beaucoup moins, en fait, on se serait aussi habitué plutôt à se dire quelle est l'activité professionnelle que je veux et puis quels sont les loisirs auxquels j'ai envie de consacrer du temps, quels sont les projets qui m'importent, etc. Et donc, on n'aurait pas cette vie, on ne mettrait pas toutes nos attentes existentielles sur le travail. Mais dans la société salariale de l'emploi qui est censée être notre carrière, notre identité sociale et tout, on a tout misé sur le travail. Et donc, ça crée aussi des frustrations quand nos attentes sont déçues. Alors qu'en fait, si tu te dis que ton travail c'est ton activité à temps partiel du matin et qu'ensuite tu as le temps pour faire autre chose, tu t'es aussi peut-être plus conciliant vis-à-vis de l'activité en tant que telle, etc. Et c'est moins grave aussi parce qu'on y passe moins de temps, parce que c'est moins un indicateur existentiel, etc. Donc je pense que si actuellement il y a des gens qui sont en souffrance quand ils ne sont plus en emploi, parce que soit ils sont à la retraite ou soit ils sont au chômage, cette souffrance, elle vient pas du fait que l'inactivité nous tue, c'est pas vrai qu'ils soient inactifs, elle vient du fait que la norme de notre société, c'est l'emploi à temps plein et voire excessif. Alors ensuite, sur l'enjeu de l'ennui et l'enjeu du temps libre, en fait. Dans nos sociétés qui nous ont dit que il fallait choisir très tôt notre activité professionnelle, y consacrer beaucoup de temps, y projeter beaucoup d'attentes, en fait, on a complètement délaissé les autres activités. Sauf la famille, et c'est en cela qu'on est très travail, famille, patrie à la Pétain, parce que les seules activités qui seraient pour lesquelles on pourrait réduire notre travail, notre temps de travail, ce serait pour se consacrer à ses enfants ou ce serait pour se consacrer à sa patrie, comme dans le cas d'un engagement militaire ou d'un engagement politique éventuellement. Mais si t'as envie juste de faire la piscine, ça rentre dans aucune de ces cases, en fait. Et c'est un problème, parce que dans le fond, ça peut te faire un bien quotidien. Moi, j'étais à la piscine ce matin. Ouais, donc, non, mais c'est ça. Et en fait, c'est pas dans ces cases-là. Et donc, c'est compliqué parce que on a laissé aucune place aux autres activités que les activités professionnelles et familiales. Et actuellement, en plus, les gens qui essayent déjà de réduire la place du travail pour avoir plus de temps avec leurs enfants sentent déjà le poids de la norme de comment ça, tu délaisses ta carrière ou je sais pas quoi, surtout quand on est une femme. Donc, c'est déjà compliqué de revendiquer du temps pour les activités familiales. Donc, en effet, il n'y a pas beaucoup de gens qui revendiquent du temps pour la piscine. Mais or, ça fait partie des activités tout aussi légitimes. Et on pourrait dire que toutes les activités sociales qui créent du lien, qui créent des normes dans d'autres contextes que le contexte économique et du marché, elles sont cruciales aussi. Parce que c'est d'autres expériences. C'est des expériences où on n'est pas jugé sur notre productivité. C'est des expériences où on se soumet pas à des ordres. Quand t'as envie à la piscine, si t'as envie de t'arrêter de faire des longueurs, c'est ok en fait. Et tu peux filer des conseils à ton voisin sur comment améliorer sa respiration ou autre. Et il n'y a pas de rapport hiérarchique. Enfin, c'est d'autres façons de construire du lien aussi. Et quand on dit aujourd'hui que le travail est le vecteur principal de socialisation et la façon dont on s'insère dans la société, oui, de fait, dans la société salariale, c'est ça, mais ça nous contraint aussi à certains modes d'existence, à certaines relations sociales. Et quand on dit que c'est que ça, la société, ça pose un problème, en fait. Parce que
les relations qui se jouent au travail sont des relations de commandement, de concurrence aussi. En fait, tu parles pas à tes collègues comme à tes amis, parce que tes collègues, t'es peut-être toujours un peu sur tes gardes en te disant que dans le fond, tu sais pas si ça peut pas être retourné contre toi ou des choses comme ça. Et donc, on peut pas tout miser sur le travail. Enfin, et d'une certaine façon, voilà, on pourrait revendiquer du temps pour d'autres activités qui sont aussi d'autres expériences de vie. Et quand on croise, quand on part à vélo, faire une aventure à vélo, on rencontre d'autres formes de solidarité aussi. On toque chez quelqu'un pour prendre de l'eau, et ben les personnes sont sympas, etc. On est hors du marché, on nous demande pas de payer pour l'eau qu'on a prise au robinet, et donc on crée d'autres expériences et d'autres rapports sociaux que ceux de la sphère marchande économique. Je te pose une dernière question. Parce qu'elle me semble importante, on en a parlé un tout petit peu, et le rapport à l'eau, ça me fait penser à ça aussi, parce que peut-être que demain tu paieras l'eau du robinet, justement. Il y a un rapport écologique au fait d'être dans l'hyperproductivité, parce que c'est exactement la situation dans laquelle on est. Est-ce que tu peux nous parler du rapport entre l'écologie et le travail, qui n'est pas le lien qu'on fait le plus facilement a priori? Et ça, c'est un peu mon cheval de bataille. Là, c'est vrai qu'on a parlé d'autres choses, et on a parlé de finance, etc. Mais il y a des moments où je parle que d'écologie. L'activité de travail, c'est notre activité quotidienne qui a le plus de coûts écologiques. Quand on parle de l'écologie et qu'on se concentre sur notre consommation et la gestion des déchets, on ne voit que une partie infime de l'iceberg. Pour l'activité de travail, on va se déplacer, éventuellement. Maintenant, c'est un peu plus facilité avec le télétravail, etc. Mais on va se déplacer, on va consommer des ressources pour aller à notre lieu de travail. Sur notre lieu de travail, on va produire quelque chose, on va consommer des ressources pour produire. À minima, on va consommer l'électricité. À minima, on va consommer notre propre énergie qu'il faudra renouveler. Donc, l'activité de travail, l'activité de production implique toujours une destruction définitive de ressources qu'on peut renouveler, certes, mais une fois que l'électricité est consommée, il va falloir la reproduire. Et là, il y a des limites planétaires. Et donc, et en plus, l'activité de travail, pour beaucoup, produit soit de nouveaux objets, soit même des déchets qu'il va falloir encore traiter. Parce qu'une fois que la table que vous avez produite chez Ikea, elle est produite, bah, elle est dans le monde, elle existe. Et pour la détruire, il va falloir aussi consommer des ressources et du travail humain. Et même pour la déplacer, etc., il va falloir aussi consommer des ressources. Donc, tout ce que l'activité de travail, c'est l'activité qui a le plus fort coût écologique. Et c'est pour ça que des organismes comme le Shift Project calculent le coût carbone de cette production-là. Mais c'est pour ça aussi que il faudrait vraiment réfléchir sur la place du travail dans nos vies et toute l'énergie et toutes les ressources qu'on y consacre, parce que c'est vraiment cette activité systématique quotidienne qui a un coût écologique. Et on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'études qui se développent à ce sujet. Il y a une étude suédoise et une étude américaine sur le rapport entre le temps de travail et la consommation de gaz à effet de serre. Bon, l'émission de gaz à effet de serre. On voit que c'est une partie aussi émergée de l'iceberg, parce que l'enjeu, c'est pas uniquement les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi la consommation d'eau, l'extraction de métaux, tous nos métiers de service en télétravail, etc. Il faut l'extraction de métaux pour produire ces appareils électroniques, elle est considérable. Et donc, ces études-là, quand même elles sont partielles, montrent que quand on réduit de 1% son temps de travail, on réduit aussi de 1% l'émission de gaz à effet de serre. Bon, c'est un chiffre comme ça, mais qui montre bien que les deux sont corrélés, en fait. Et c'est pour ça que une réflexion collective sur la réduction du temps de travail et la réduction des volumes produits, c'est un enjeu écologique majeur. Il y a tout aussi... On peut réfléchir de façon plus globale à la fois à la mondialisation, parce qu'aujourd'hui, on consomme énormément de ressources qui sont produites très très loin. Toutes nos marchandises qui sont fabriquées en Asie et qu'on importe en Europe, c'est un coût écologique énorme. Tout ça pour avoir un t-shirt ou pour avoir un objet électronique qui va être défaillant très rapidement, parce que c'est de l'obsolescence programmée et qu'on nous dit qu'il faut en consommer plus, etc. Et qu'on ne produit pas des biens durables. Bah ça, c'est à la fois une aberration, capitalistique, oui, parce que le but c'est de nous faire consommer plus, mais c'est surtout une aberration écologique, parce que en plus cette marchandise elle va devoir être remplacée et elle est venue de très loin et elle a consommé beaucoup de ressources pour arriver chez nous.
Donc, la façon dont on produit et le contenu de ce qu'on produit, c'est un enjeu écologique majeur. Et d'ailleurs, c'était déjà le cœur de la critique de Graeber dans les bullshit jobs, qui disait que si on supprimait déjà tous les bullshit jobs, on aurait une solution face à la crise écologique. Et la suppression des bullshit jobs, c'est pas juste de se dire il y a des gens qui s'ennuient dans un bureau. C'est aussi toutes les fonctions de production qui ne servent que à valoriser le capital. Donc ça, typiquement, les appels, les call centers pour nous vendre un truc, et je sais même pas qui répond à ces trucs. Enfin, il faudrait avoir des données là-dessus, parce que... je pense que ça marche, sinon ils arrêteraient de le faire. Tout à fait. Mais en fait, ça marche auprès de qui et en plus, est-ce qu'on accepte collectivement que ça marche parce que il y a quelques personnes âgées qui se font escroquer, en fait. Ça, c'est quand même scandaleux qu'on laisse le truc perdurer. Un autre de mes chevals de bataille, c'est la pub. Parce que la publicité, son but, c'est de nous vendre des trucs dont on n'a pas trop besoin. Et si on avait été juste au supermarché pour acheter des pâtes, on aurait pris n'importe quelle pâte. Mais là, ils essayent de nous faire croire que les pâtes bleues, elles sont meilleures que les pâtes rouges. Et c'est quand même hyper absurde de dépenser autant d'énergie, de valeur économique aussi. Le coût financier de la pub, c'est hallucinant. Quand on voit une pub avec les grandes stars de Cannes là qui se prônent d'écologie et qui à côté font des pubs pour Dior pour des millions d'euros, bah oui, mais c'est de l'argent qui est investi dans certains secteurs plutôt que d'autres. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'investir de l'argent ? Bon, déjà dans le luxe de façon générale, mais dans la pub pour le luxe, sérieusement. Est-ce que c'est ça l'urgence aujourd'hui ? Je pense qu'on ne mesure pas les conséquences écologiques de notre production et à quel point on devrait être dans des objectifs de sobriété. Et la sobriété, ça passe aussi par arrêter de faire des panneaux publicitaires qui vont être alimentés en électricité. Tout ça pour nous montrer que telle nouvelle marque de luxe, que de toute façon, on va pas consommer, parce que le luxe, c'est pas la plupart des gens qui consomment. Non, et puis surtout, ils ont pas besoin de pub, en fait. Mais par contre, ça rassure ceux qui les ajoutent, ceux qui l'achètent. En fait, ça rassure socialement ceux qui consomment le luxe, parce qu'en fait, ça te permet de différencier par rapport aux autres. C'est-à-dire que toi, tu peux te l'acheter. Mais en fait, on pourrait très bien, ce besoin social de distinction, bon, déjà, faut voir dans quelle mesure il est bénéfique pour la société et s'il n'est pas alimenté aussi pour le capitalisme et par le capitalisme. Mais, et puis, est-ce que ça mérite de gaspiller autant de travail humain, autant d'énergie, tout ça pour ça. Enfin, est-ce que on va se dire, on laisse brûler la planète juste parce que pour que les gens qui achètent Dior, ils sentent mieux que les gens qui achètent je sais pas quoi. Et d'ailleurs à ce sujet, non mais le commerce par exemple, le commerce de l'or, l'extraction de l'or, c'est une catastrophe écologique aussi. À ce sujet sur l'extraction des métaux, je conseille les recherches d'Aurore Stéphan qui a fait une longue interview sur Thinkerview de 3 heures et qui montre que vraiment l'or c'est une catastrophe. Et tout ça pour le luxe. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se pose collectivement les questions de ce qu'on a vraiment besoin de produire pour satisfaire nos besoins essentiels. Parce que dans 50 ans, dans un monde à plus 2, voire plus 5 degrés, l'enjeu, ce sera pas Dior, quoi. Et l'enjeu, ce sera pas la pub. Et donc, dans une logique un peu de survie, de quelle activité on a vraiment besoin. Je pense qu'il faut revenir au cœur de nos besoins essentiels, à savoir les besoins alimentaires, parce qu'on n'est pas dans une logique de souveraineté alimentaire aujourd'hui en France, alors qu'on a des conditions climatiques qui seraient plutôt favorables, mais on a complètement détruit nos terres agricoles et tous nos mécanismes de production agricole qui pourraient être un peu soutenables. Et donc, il faut se concentrer sur l'essentiel. Comment on mange tous à notre faim, parce qu'aujourd'hui en France, tout le monde ne mange pas à sa faim. Comment on se loge décemment avec des enjeux d'isolation, etc. Comment on fait ça ? Et le luxe, on s'en fout, quoi. Waouh. Merci beaucoup Céline. Donc ce podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ça semble assez clair, mais en même temps je te laisse faire. Je claque la porte au luxe, à la pub qui nous font vraiment beaucoup trop de mal, qui font aussi beaucoup de mal à leurs travailleurs, comme on voit les témoignages sur les comptes Ballast Agency qui montrent bien que dans ce milieu-là, ils se permettent aussi de traiter les humains n'importe comment. Et l'enjeu, c'est une réflexion, et j'ouvre la porte à une réflexion collective sur les besoins qu'il faut vraiment satisfaire et comment les satisfaire de façon adéquate, qu'on détermine collectivement, et pas forcément par ce que le marché capitaliste nous propose. Parce que c'est pas sûr non plus que nos besoins alimentaires ils soient bien satisfaits par l'agroalimentaire, l'agro-industrie. On le voit aujourd'hui avec les scandales autour de Buitoni et autour de Ferrero. Ça montre bien que il y a un enjeu aussi à se réapproprier
cette production-là et à pas la soumettre à une pression capitaliste où on nous donne à manger n'importe quoi pour faire du profit. Carrément. Merci beaucoup, Céline. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.